Bonjour à tous, une petite vidéo pour corriger les applications du cours du chapitre 10 de chimie sur la structure et la polarité des entités chimiques. Donc dans la première application concernant les rappels de seconde, vous aviez à préciser à chaque fois le symbole chimique de l'atome, le nombre d'électrons et préciser la configuration électronique de l'atome. Attention, configuration électronique qu'on écrit avec non pas les couches K, L et M, mais avec les couches 1s, 2s, 2p, etc. etc. Donc commençons par l'hélium. Pour l'hélium, le symbole chimique est grand H petit e. Il a un nombre d'électrons qui vaut 2. Je vous rappelle que le nombre d'électrons d'un atome est égal au nombre de protons de cet atome, c'est-à-dire le numéro atomique grand Z. Donc ici on a un Z qui vaut 2, donc le nombre d'électrons de l'atome d'hélium est de 2. Si on écrit la configuration électronique, on commence par la couche 1 et la sous-couche S. On remplit cette couche 1S, on place les deux électrons et on n'a plus d'électrons à placer. Donc la configuration électronique de l'atome d'hélium est 1S2. C'est comme ça que ça se lit. Ensuite, pour le lithium, le symbole c'est grand L petit i. Le nombre d'électrons est de 3. On a 3 électrons à placer. On commence par remplir la couche 1S. Donc ça donne 1S2. Une fois que cette couche est pleine à 2 électrons, on passe à la couche 2S. On a alors 1S2, 2S1. Pour le fluor, le symbole est grand F. On a 9 électrons à placer dans la configuration électronique. On obtient alors 1S2, 2S2. Et là, on passe à la sous-couche 2P5. Donc, on obtient 1S2, 2S2, 2P5. Ensuite, le magnésium grand M petit g avec 12 électrons à répartir et on obtient 1S2, 2S2, 2P6 et 3S2. Je vous rappelle qu'on peut mettre 6 électrons au maximum dans la sous-couche 2P. Ensuite, l'aluminium, grand A, petit l, 13 électrons à placer. On obtient alors la structure électronique ou la configuration électronique, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 et 3P1. Pour le soufre, le symbole est grand S, 16 électrons à répartir. On obtient la configuration 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 et 3P4. Donc faites attention quand vous remplissez les configurations électroniques de vous arrêter à 2 électrons pour les sous-couches S et vous arrêter à 6 électrons pour les sous-couches P. Application numéro 2. Dans cette application, vous deviez trouver le schéma de Lewis. Pour pouvoir trouver le schéma de Lewis, vous êtes obligé de partir de la configuration électronique pour pouvoir déterminer le nombre d'électrons de valence et ensuite répartir ces électrons sur le schéma de Lewis de l'atome étudié. Donc pour le lithium, on écrit la configuration électronique, on la réécrit, on vient juste de la voir, c'est 1S2, 2S1. On remarque qu'il y a un électron de valence. Donc le schéma de Lewis s'écrit ainsi, on écrit le symbole de l'atome, Li, et on place un seul point pour l'électron de valence. Pour le magnésium, on a 2 électrons de valence, donc on place 2 points. Mg avec 2 points, donc là j'ai mis les 2 points de chaque côté, de part et d'autre, j'aurais pu mettre en haut, en bas, à droite et en bas, à droite et en haut, etc., etc. Attention, les 2 points, on ne les met surtout pas du même côté, il faut répartir autour de l'atome de magnésium. Pour le silicium, on a 4 électrons de valence, donc là on a 4 points qui correspondent à ces 4 électrons à répartir autour du silicium, Si. Donc on a nos 4 points répartis tout autour du silicium. Pour le soufre, on a 6 électrons de valence. On commence par répartir les 4 électrons de valence et on est obligé de rajouter un autre électron de valence à côté d'un premier électron déjà tracé et un dernier électron de valence à côté d'un autre électron de valence déjà tracé. Donc on obtient 2 électrons de chaque côté de valence, sur le côté et en bas. Ces 2 électrons vont s'associer pour former un doublet non liant. Donc le symbole, le schéma de Lewis plutôt du soufre va être S avec 2 doublets non liants et 2 électrons. On peut aussi obtenir le schéma de Lewis que j'ai noté juste en dessous avec les 2 doublets en haut et en bas ou à droite à gauche à droite, etc., etc.
Voilà pour le schéma de Lewis. Donc faites bien attention, vous n'êtes pas obligé de passer, par exemple pour ici le soufre, par les points répartis. Vous pouvez directement écrire les doublets non liants à partir du moment où vous avez compris la méthode. Pour ce qui concerne l'application numéro 3, vous demandez de déterminer les schémas de Lewis des molécules suivantes. Attention, il y avait une petite erreur dans le nom de la troisième molécule, c'est pas l'acide méthanoïque, mais c'est le méthanol. Donc vous rectifierez dans votre application. Alors on commence par le diazote. Le diazote, c'est la formule, c'est N2. Donc on a 2 atomes d'azote. On prend les 2 atomes d'azote, N, on écrit leur schéma de Lewis séparément. Alors, les schémas de Lewis, soit vous savez les retrouver, ou soit vous les connaissez par cœur, mais vous allez vous rendre compte que au fur et à mesure, à force d'utiliser certains schémas de Lewis, vous allez les connaître par cœur. Donc, pour l'atome d'azote, on a un doublet non liant et 3 électrons célibataires. Ces 3 électrons célibataires vont aller s'associer avec 3 autres électrons sur l'autre atome d'azote. Donc, j'ai fait exprès de placer les atomes ainsi avec les électrons placés de cette façon-là pour pouvoir bien voir les associations. On obtient alors un atome, une molécule de diazote avec 3 doublets liants qui correspondent à une liaison triple ou une triple liaison. Et de chaque côté pour chaque atome d'azote, on a un doublet non liant. Pour l'éthène, dont la formule est C2H2, donc on a les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène. On écrit les schémas de Lewis de chaque atome et on associe on associe 2 à 2 les électrons célibataires, les électrons libres. Dans ce cas-là, on va obtenir donc une molécule d'éthène qui possède une double liaison et des liaisons simples avec les atomes d'hydrogène. Ensuite, le méthanol CH4O. Donc pour ça, on a le carbone entouré d'hydrogène, de 3 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et puis de l'autre côté, du côté de l'atome d'oxygène, on a un atome d'hydrogène. Donc on relie les électrons pour pouvoir former les liaisons. Et on se rend compte qu'on a, pour l'atome de carbone, 4 liaisons covalentes. Pour l'atome d'hydrogène, à chaque fois une liaison covalente. Et pour l'atome d'oxygène, on a 2 liaisons covalentes et 2 doublets non liants. Pour ce qui concerne l'ammoniac, alors l'atome d'azote va avoir toujours ses 3 électrons célibataires, un doublet non liant. Chaque électron va aller chercher un électron d'un atome d'hydrogène. C'est pour ça que j'ai placé l'azote au centre et les atomes d'hydrogène autour. Ainsi, on a alors l'atome d'azote qui va donner encore 3 liaisons covalentes avec les 3 atomes d'hydrogène et il a son doublet non liant. Pour le dioxyde de carbone, on place le carbone au centre, les 2 atomes d'oxygène de part et d'autre. Et on va relier entre eux, associer les électrons qui sont célibataires. On obtient alors pour l'atome de carbone toujours 4 liaisons covalentes qui là se répartissent sous la forme de 2 doubles liaisons. Et pour les 2 atomes d'oxygène, 2 liaisons covalentes et 2 doublets non liants. Pour ce qui concerne le schéma de Lewis du dioxyde de carbone, vous avez plusieurs possibilités en fonction de comment vous placez les doublets non liants des atomes d'oxygène. Donc vous pouvez les placer en haut et sur le côté, en haut et en bas, ou en biais, comme sur la deuxième représentation, etc., etc. Ensuite, dans l'application 4, il fallait déterminer le schéma de Lewis des ions fluorure F- et des ions cyanates OCN-. Pour le fluorure, donc ça va peut-être vous rappeler des petits souvenirs de seconde avec la règle du duet de l'octet. Donc ici, vous avez l'atome de fluor qui a 9 électrons. S'il a 9 électrons, la structure électronique ou la configuration électronique est 1s2, 2s2, 2p5. Il a donc 7 électrons de valence. Si on répartit ces 7 électrons autour de l'atome, on obtient un schéma de Lewis pour l'atome de fluor, attention, qui est F avec 3 doublets non liants et un électron célibataire. Mais cet atome de fluor, lui, va pas rester tel quel. Il va aller soit s'associer pour former avec d'autres atomes pour former des molécules, soit former un ion. Tout ça pour vérifier la règle de l'octet et faire en sorte d'avoir 8 électrons de valence. Donc dans ce cas-là, notre atome de fluor va gagner un électron pour devenir l'ion fluorure F-. Le schéma de Lewis de cet ion fluorure va être grand F avec 4 doublets non liants et la charge partielle moins qui est entourée pour éviter qu'on ne la confonde avec un doublet non liant.
Pour l'ion cyanate, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, on ne vous demandera pas directement de donner la formule, le schéma de Lewis d'un ion aussi compliqué. On vous donnera plutôt la formule et on vous demandera de l'expliquer. Mais là, ça peut être intéressant de voir comment est-ce qu'on peut faire. Donc là, je vous ai donné un indice entre parenthèses où je vous ai dit que pour cet ion cyanate, il fallait garder les atomes tels qu'ils étaient présentés dans la formule. Donc, il fallait aligner O, C et N. Et je vous ai aussi précisé que la charge partielle négative a été portée par N. Donc, on va aligner O, C et N. On va représenter les différents électrons et les doublés non liants de chaque atome. Donc, on va représenter les schémas de Lewis de chaque atome pris séparément. Et on va placer le moins, la charge partielle moins au niveau de N. Donc on a les électrons qui vont s'associer pour former des liaisons covalentes. Donc entre O et C, on va avoir une double liaison. Ensuite, entre C et N, on a aussi une double liaison. Et puisqu'on a une charge partielle négative en plus sur l'atome d'azote, ça veut dire qu'il a un électron en plus, cet électron que j'ai placé en rouge, qui va s'associer avec l'un des électrons qui est encore libre de l'atome d'azote pour former un autre doublet non liant. Donc on se retrouve avec un ion cyanate qui a un atome de carbone avec deux doubles liaisons, un atome d'oxygène avec une double liaison et deux doublets non liants, et un atome d'azote qui a deux liaisons et deux doublets non liants, plus la charge négative. L'atome d'azote, je vous rappelle, normalement que 3 liaisons covalentes et un doublet non liant. Ici, il a deux doublets non liants, donc un électron en plus par rapport à ses électrons propres, donc d'où la charge partielle négative en plus sur l'atome d'azote. Alors, pour la 5e application, je vous demande de déterminer le schéma de Lewis, puis la géométrie des molécules suivantes. Donc on commence par H2S. Pour déterminer le schéma de Lewis de H2S, on a le nombre, la configuration électronique du soufre. Cette configuration électronique du soufre nous montre qu'il y a 6 électrons de valence. Donc le soufre va avoir un schéma Lewis avec 2 doublets non liants et 2 électrons célibataires. Ces 2 électrons célibataires vont aller former des liaisons avec l'électron célibataire de chaque atome d'hydrogène et on va former un schéma de Lewis avec le soufre au centre, avec ses 2 doublets non liants et 2 liaisons covalentes avec les 2 atomes d'hydrogène de la molécule H2S. À partir de ce schéma de Lewis, on peut déterminer la géométrie de la molécule. Puisque le soufre possède 2 doublets non liants et 2 liaisons covalentes, il va donc avoir une géométrie coudée. C'est à connaître par cœur. Je vous rappelle que dans le cas de la géométrie, les doublets liants et non liants font en sorte d'être les plus éloignés possibles, puisque ces doublets liants et non liants sont constitués d'électrons, que les électrons portent des charges négatives. Donc ces différents doublets liants et non liants portent des charges de même signe et donc vont se repousser. Ici, vous pouvez peut-être remarquer que ça correspond un peu à la molécule d'eau. L'oxygène et le soufre étant dans la même colonne du tableau périodique, l'oxygène et le soufre vont former le même type de molécule et vont avoir le même type de géométrie. Deuxième molécule, c'est H3Cl. Donc là, dans ce cas-là, on va mettre le carbone au centre, les hydrogènes autour et l'atome de chlore de l'autre côté. Alors, peu importe que vous mettiez l'atome de chlore à gauche, à droite, en haut ou en bas, c'est pareil. Ce qu'il faut, c'est ne pas faire hydrogène, carbone, chlore et après un autre hydrogène derrière le chlore. Ça, c'est pas possible. Donc ici, on a notre atome de carbone qui a ses 4 liaisons, l'hydrogène qui a une liaison à chaque fois, et l'atome de chlore qui a 3 doublets non liants et une liaison. Donc on obtient alors une géométrie qui va correspondre à une géométrie tétraédrique. Alors quand on parle de géométrie ici, c'est la géométrie autour de l'atome de carbone. La géométrie autour des hydrogènes ou du chlore n'a pas grand intérêt. Donc là, on ne l'a pas dit, mais implicitement, c'est vraiment celle autour du carbone qu'on vous demande de déterminer. Donc ici, l'atome de carbone a 4 liaisons covalentes. Donc on a une géométrie tétraédrique. Ensuite, pH3. Pour le phosphore, P, on a 5 électrons de valence. Donc si on représente son schéma de Lewis, on va obtenir P avec un doublet non liant et 3 électrons célibataires. Ces 3 électrons célibataires vont aller former des liaisons covalentes avec d'autres atomes, comme ici les atomes d'hydrogène. C'est pour ça qu'il y en a 3, pH3. Donc on crée une liaison entre
le phosphore et les atomes d'hydrogène. Et on obtient donc un atome de phosphore avec un doublet non liant et les 3 liaisons covalentes avec les atomes d'hydrogène. La géométrie ici, c'est aussi la géométrie autour de l'atome de phosphore et pas autour des atomes d'hydrogène, ça n'a pas d'intérêt. On remarque ici qu'on a 3 liaisons covalentes et un doublet non liant, donc on a une géométrie pyramidale. Donc normalement, pour pouvoir déterminer ces géométries, vous vous êtes aidé de la petite carte mentale que vous aviez juste au-dessus de l'application. Donc à partir du moment où vous avez bien écrit votre schéma de Lewis et bien identifié les différents doublets liants et non liants, vous arrivez à déterminer assez facilement la géométrie correspondante. Bien sûr, cette carte mentale, il faut l'avoir en tête pour pouvoir répondre aux questions sans y avoir accès. Dernière application qui porte sur la polarité. Alors j'espère que cette notion, vous avez réussi à la comprendre. En gros, ce qu'on vous a dit jusqu'à présent, c'était que lorsque une liaison covalente se crée entre 2 atomes, les électrons de cette liaison covalente appartenaient autant à l'un des atomes qu'à l'autre. Mais en réalité, ce n'est pas le cas à cause de la notion d'électronégativité, c'est-à-dire cette capacité qu'un atome peut avoir à attirer à lui les électrons. Les électrons d'une liaison ne sont pas toujours répartis également. Donc si on a dans une liaison un atome qui est plus électronégatif qu'un autre, suffisamment, il va attirer les électrons à lui et ça va créer une charge partielle négative d'un côté et ce qui va donner de l'autre côté une charge partielle positive. Donc on se retrouve avec un objet qui est chargé positivement d'un côté et chargé négativement de l'autre côté. D'où la notion de polariser, pôle pour polariser, ou de dipôle. Ensuite, dans les molécules, vous avez plusieurs liaisons, plusieurs types de liaisons, et puis parfois vous avez dans ces molécules plusieurs liaisons qui sont polarisées, mais au final, la molécule n'est pas polaire. Donc on n'a pas forcément, il ne faut pas forcément avoir des liaisons polarisées pour avoir une molécule polaire. La preuve avec cette application. Alors ici, vous avez la première molécule, le méthane. Donc ici pour le méthane, vous n'avez que des liaisons carbone-hydrogène. Et ces liaisons carbone-hydrogène ne sont pas polarisées. La différence d'électronégativité entre les deux est tellement faible, entre le carbone et l'hydrogène est tellement faible, que le carbone ne va pas spécialement attirer à lui les électrons de la liaison entre lui et l'hydrogène. Donc ici, la liaison entre CH n'est pas polarisée. On se rend compte qu'on n'a que des liaisons CH, donc aucune liaison n'étant polarisée, la molécule n'est pas polaire. Donc on dira qu'elle est apolaire. Deuxième molécule, la molécule de tétrachlorure de carbone. Donc dans ce cas-là, on a des liaisons CCl, carbone-chlore. Et on se rend compte que le chlore est bien plus électronégatif que le carbone. Donc chaque liaison carbone-chlore est polarisée. Donc vous obtenez à chaque fois des delta moins, des charges partielles négatives au niveau de chaque atome de chlore. Et vous obtenez 4 charges partielles positives au niveau de l'atome de carbone. Quand vous regardez le centre géométrique des charges partielles positives, il est au niveau du centre de l'atome de carbone. Et quand vous cherchez le centre géométrique des charges partielles négatives, vous vous rendez compte qu'il est aussi au niveau du centre du carbone. Donc les deux centres géométriques des charges partielles positives et des charges partielles négatives sont confondus au centre de l'atome de carbone. Si ces deux centres géométriques sont confondus, la molécule ne peut pas être polaire. Donc même si on a des liaisons polarisées, ici on a une molécule qui est apolaire. Ensuite, troisième exemple, l'éthanol. Donc dans ce cas-là, vous avez des liaisons carbone-hydrogène qui ne sont pas polarisées. Des liaisons carbone-carbone qui ne sont pas polarisées, on a le même atome, donc là il n'y a pas de différence d'électronégativité. Une liaison carbone-oxygène qui est polarisée et une liaison oxygène-hydrogène qui est polarisée. Donc ici vous avez deux liaisons qui sont polarisées et vous vous rendez compte que la géométrie autour de l'atome d'oxygène, et c'est pour ça que le schéma de Lewis a été fait ainsi, la géométrie autour de cet atome d'oxygène est coudée. Donc quand on regarde le centre géométrique des charges partielles positives, le centre géométrique des charges partielles négatives, on se rend compte que les deux centres géométriques ne sont pas confondus. En effet, vous avez une charge partielle positive qui est au niveau du carbone, qui est liée à l'oxygène. Une charge partielle positive qui est au niveau de l'hydrogène liée à l'oxygène.
et vous avez 2 charges partielles négatives au niveau de l'atome d'oxygène. Une fois que vous cherchez le centre géométrique des charges partielles négatives, vous vous rendez compte qu'il est pile au centre de l'oxygène. Ensuite, si vous cherchez le centre géométrique des charges partielles positives, vous vous rendez compte qu'il se trouve entre le carbone et l'hydrogène, au milieu, entre le carbone et l'hydrogène, comme la molécule d'eau dans l'exemple du cours. Donc vous vous rendez compte que les 2 centres géométriques sont disjoints, sont séparés. Donc là, vous pouvez dire que la molécule est polaire. Enfin, dernière molécule, la molécule d'acétone. Ici, vous vous rendez compte que toutes les liaisons CH ne sont pas polarisées, toutes les liaisons CC ne sont pas polarisées. La seule liaison qui soit polarisée, c'est la double liaison CO. Donc ici, on a une charge partielle négative au niveau de l'oxygène, de cette liaison. On a une charge partielle positive au niveau du carbone de cette liaison CO. Donc si on regarde le centre géométrique des charges partielles positives, il est pile au niveau du centre du carbone. Si on regarde le centre géométrique des charges partielles négatives, il est pile au niveau du centre de l'oxygène. Donc ces 2 centres géométriques étant disjoints, la molécule est polaire. Voilà, j'espère que vous avez compris cette notion de polarité. Si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas, par mail. Pour le reste des exercices que je vais vous donner, je vous donnerai aussi une correction, je pense, par vidéo de ce type-là. Voilà, bon courage et bonne fin de semaine. Au revoir.